La saison 2010 est l'une des saisons les plus palpitantes et renversantes de l'ère moderne de notre sport. Avec 5 pilotes en lice pour le championnat du monde de Formule 1, cette saison nous a fait traverser absolument toutes les émotions, peu importe qui vous supportiez à cette époque. Et aujourd'hui, on va revenir sur un des grands prix qui a fait basculer la fin de saison 2010. Pour la toute première fois de son histoire, la Corée du Sud accueillait un grand prix de Formule 1. Et ce grand prix de Corée du Sud a laissé sa trace dans l'histoire par ses conditions météorologiques, par son conflit géopolitique et surtout son action et son drame en piste. Pour les plus anciens, vous vous souvenez sûrement de ce grand prix, mais pour les fans les plus récents de Formule 1, installez-vous bien et aujourd'hui, on va revoir comment le Grand Prix de Corée du Sud 2010 a failli coûter les 2 titres pilote et constructeur à Red Bull en moins de 55 tours. And we are underway, the first Korean Grand Prix. Something's wrong. That's Vettel and problem. Here comes Alonso. This is crucial. Oh, Vettel qui abandonne sans doute. Que s'est-il passé? Alors on va commencer par remettre un petit peu de contexte sur cette saison 2010. Après la saison 2009 totalement dominée par Brown GP et Jenson Button, Brown GP est racheté par Mercedes pour 1 euro symbolique. Jenson Button décide de quitter cette écurie pour rejoindre McLaren et sur cette saison-là, McLaren a donc dans son équipe les 2 champions en titre, Lewis Hamilton 2008, Jenson Button 2009 et McLaren va s'opposer à 2 écuries à travers cette saison 2010. Ferrari avec Fernando Alonso et Felipe Massa et surtout Red Bull Racing avec Sebastian Vettel et Mark Webber. Red Bull était dans la pente ascendante de son histoire avec une très bonne fin de saison 2009 où Sebastian Vettel revenait sur les pilotes Brown GP. On s'attendait à une très grosse saison et une bataille entre 3 écuries et potentiellement 5 ou 6 pilotes. Et bah vous savez quoi, on n'a pas été déçus. Tout simplement parce que le titre se joue entre 5 pilotes. Sebastian Vettel, Mark Webber, Fernando Alonso, Jenson Button et Lewis Hamilton. C'est très simple, chaque week-end, ces 5 pilotes se battent pour la victoire sans qu'on soit capable de deviner lequel va être favori en fonction des circuits. Alors, on va déjà revoir ensemble qui a gagné quelle course en 2010. On va commencer avec Sebastian Vettel qui comptabilise 3 victoires, Malaisie, Valence et Japon. Son coéquipier Mark Webber, lui, a une victoire de plus avec la victoire du Grand Prix d'Espagne, Silverstone, Monaco et le Grand Prix de Hongrie. Il a exactement le même nombre de victoires que Fernando Alonso qui, lui, a remporté le Grand Prix de Bahreïn, Hockenheim avec le fameux Fernando is faster than you. Il avait aussi remporté le Grand Prix d'Italie en 2010 et de Singapour. De son côté, McLaren s'échange 5 victoires entre ces 2 pilotes. 2 pour Jenson Button avec sa victoire en Australie et en Chine et 3 pour Lewis Hamilton avec sa victoire en Turquie, au Canada et au Grand Prix de Belgique. Sur cette saison 2010, on a seulement 3 autres pilotes qui sont capables de monter sur le podium en plus des 5 pilotes que je viens d'évoquer. On a Felipe Massa chez Ferrari, on a Nico Rosberg chez Mercedes et on a Robert Kubica avec sa Renault. La Formule 1 se rend donc en Corée du Sud du 22 au 24 octobre 2010. Il reste 3 grands prix dans la saison et ils sont encore 5 pilotes à jouer le titre. Mark Webber est en tête du championnat avec 14 points d'avance sur Fernando Alonso qui lui est à égalité avec Sebastian Vettel. Lewis Hamilton et Jenson Button sont mathématiquement toujours dans la bataille mais à 28 et 31 points du leader du championnat. Ce Grand Prix s'annonce donc extrêmement tendu au vu du classement pilote et vous allez voir que l'organisation du Grand Prix de Corée du Sud n'a rien arrangé à la situation. C'est la toute première fois que la Formule 1 se rend en Corée du Sud. La Korea Auto Valley Operation avait conclu un marché avec Bernie Ecclestone de 264 millions de dollars. La Corée du Sud devait accueillir la Formule 1 pour un contrat de 7 ans et malheureusement vous allez voir que ça s'est pas très bien passé. Comme beaucoup de circuits dans l'ère moderne de la Formule 1, c'est Herman Tilke qui va se charger du design du Grand Prix de Corée du Sud. Situé à 400 km de Séoul en face de la ville de Mokpo, la construction du circuit va prendre du temps, beaucoup de temps, beaucoup trop de temps. Le circuit va être homologué par la FIA seulement 10 jours avant de l'arrivée de la Formule 1 en Corée du Sud. Et autant vous dire que lorsque la F1 pose ses bagages en Corée, le circuit n'est clairement pas prêt, les tribunes ne sont pas encore toutes installées et les infrastructures ne sont pas telles qu'elles devaient l'être selon Bernie Ecclestone. Vous pouvez rajouter à ça un détail qui a son importance, le contexte géopolitique. Car oui, la Corée du
du Sud, à cette période-là, est menacée par la Corée du Nord d'être envahie. Ouais, tout simplement, avant la course. Bernie Ecclestone avait été très clair sur la situation. Si le moindre soldat nord-coréen posait un pied sur le sol sud-coréen, la Formule 1 ne ferait pas la course en Corée du Sud. Et bah, petite anecdote, ça aurait pu être la France, à Manicourt, qui aurait pris la place de la Corée du Sud. Fort heureusement, rien de tout ça ne s'est produit, mais il y a quand même eu quelques petits problèmes après la première journée d'essai, le vendredi. La FIA a dû procéder à des modifications d'urgence. Entre la nuit du vendredi au samedi, le premier était à la sortie du virage 16. On avait une bosse sur le bitume qui déstabilisait les voitures dans le virage 17, qui se passait à fond. Rajouté à ça, c'était 2 murs en béton sur les côtés, on n'avait aucune protection pour les pilotes, et puis l'entrée des stands était extrêmement problématique car sur la trajectoire de course, donc en fait c'était compliqué pour les pilotes qui ne voulaient pas rentrer au stand, ça pouvait créer des situations un petit peu dangereuses, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a aujourd'hui en Autriche. Malgré tous ces problèmes, sachez que le Grand Prix de Corée était fortement apprécié par les pilotes. On a un circuit extrêmement technique, ultra challenging, et bah, les pilotes l'ont fait savoir directement dans la presse. Une piste très exigeante et délicate, ce qui constitue un défi que j'aime énormément, c'est ce qu'avait dit Michael Schumacher. Bien que le premier secteur soit ennuyeux, l'ensemble du tracé est 10 fois meilleur qu'Abu Dhabi. Robert Kubica, pilote chez Renault. Adrian Sutil, lui, il avait dit que c'était un vrai plaisir de courir sur cette piste avec beaucoup de caractère. Bref, le circuit, d'un point de vue pilotage en tout cas, fait l'unanimité. On va commencer par parler déjà des qualifications. Alors en 2010, je rappelle qu'on a 24 pilotes, on a donc 12 écuries en Formule 1 et les 3 dernières écuries sont extrêmement lentes. Mais quand je vous dis très lente, vous allez voir, c'est assez particulier. On est sur une piste en constante évolution. La piste va de plus en plus vite, très clairement, elle s'améliore tour après tour et c'est Sébastien Vettel qui va prendre la pole position devant Mark Webber et Fernando Alonso. Sachez que la pole de Sébastien Vettel est 1,5 seconde plus vite que le chrono de Rubens Barrichello qui partira 10e avec sa Williams Cosworth. Et alors là, pour les plus jeunes fans de Formule 1, pour les fans les plus récents, accrochez-vous bien, la pole position de Sébastien Vettel est 8 secondes plus rapide que le dernier chrono de Bruno Senna avec sa HRT. 8 secondes! Alors c'est un petit peu injuste parce que je vous ai dit que les conditions de piste s'amélioraient énormément, donc on va reprendre le meilleur chrono en Q1 qui est celui de Lewis Hamilton, 6 secondes. 6 secondes. Il n'y a aucune vanne. Bon, en vrai, ça mériterait très clairement un sujet de vidéo si ça vous intéresse. Mais oui, à une période, les Formule 1 avaient un écart de ouf entre les plus rapides et les plus lents, quitte à être moins rapides que des GP2 à une certaine année. Bref, il y a encore une autre histoire. On va se concentrer sur le plus important, sur cette séance de qualification. Lewis Hamilton part du coup 4e, derrière Fernando Alonso en 2e ligne. Jenson Button un peu plus loin, en 7e position avec sa McLaren. Mais au final, on a 4 des 5 prétendants au titre sur les 4 premières positions. La grille est faite, on sait à quoi s'attendre. À ce moment-là du week-end, on le sait, le Grand Prix de Corée du Sud promet d'être exceptionnel. Jour de course en Corée du Sud, on est donc le 24 octobre 2010 et les conditions météo sont dramatiques en Corée du Sud. Le départ de la course devait être donné de base à 15 h, va être repoussé de 10 minutes. Pourquoi? La raison, la pluie. On est en pleine saison des pluies asiatiques et le Japon est touché par un typhon et un léger morceau de ce typhon va venir se dévier sur la Corée du Sud. Bien évidemment, la pluie ne va que s'intensifier. Malgré les conditions dramatiques, le départ est quand même donné, mais sous safety car et au bout de 3 tours, drapeau rouge. La course est directement interrompue. Les pilotes ne sont pas dans la capacité de voir la monoplace qui se situe devant eux. Même malgré la lumière rouge qui clignote à l'arrière de la voiture, la pluie est beaucoup trop intense. Les monoplaces soulèvent beaucoup trop d'eau. Et deuxième problème, dans la ligne droite du premier secteur, il y a 2 murs qui bordent en fait le circuit et il n'y a donc aucune évacuation d'eau. L'eau stagne tout simplement dans les lignes droites, ce qui rend la situation extrêmement dangereuse. Au vu des conditions météorologiques, la FIA va faire une exception extrêmement rare en Formule 1. Les écuries vont être autorisées à casser le parc fermé en plein milieu de la course. Il va falloir attendre et au bout de 45 minutes, la voiture de safety car reprend la piste et relance la course. En effet, on reprend sous safety car. L'objectif est très simple, essayer de créer une trajectoire praticable pour les monoplaces afin que le Grand Prix ait lieu tout simplement. Et après 17 tours sous safety car, la course peut enfin commencer. Les pilotes sont libérés. Sébastien Vettel s'envole en tête suivi de Mark Webber et Fernando Alonso. Les conditions restent
reste extrêmement délicate et certains pilotes se font piéger au premier virage. Bruno Senna et Jarno Trulli vont commettre une erreur et tirer tout droit dans l'échappatoire dès la relance. Arrivé au 19e tour, il aura fallu attendre seulement 2 tours sans la safety car pour que ce Grand Prix de Corée du Sud devienne un tournant du championnat du monde. Mark Webber, actuellement leader du championnat pilote, deuxième de ce Grand Prix derrière Sébastien Vettel à 2 secondes 8, va commettre une erreur qui va probablement bouleverser la fin du championnat. Exactement, c'est un avantage. Oh, attention, il est parti de la ici. Terrible, attention. Et il s'accroche derrière. Mark Webber, terrible. Mark Webber part à la faute au 12e virage, un tout petit peu trop large sur le vibreur. Le pilote australien va poser le pied sur l'accélérateur, partir en tête à queue, fracasser sa Red Bull dans un mur avant de traverser la piste pour venir détruire Nico Rosberg qui allait prendre la 3e position. Alors, l'erreur de base déjà est ridicule. C'est une toute petite sortie de piste et mettre le pied sur l'accélérateur quand tu es sur un vibreur sous la pluie, c'est une erreur de débutant. Deuxième chose, la manœuvre de ne pas tenir les freins lorsqu'on percute un mur, c'est extrêmement irrespectueux. Au moment où il tape le mur, s'il était resté sur les freins, il serait resté contre le mur en béton. Non, là, il est venu ruiner la course d'un autre pilote. Ça, pour le coup, c'est une leçon de base en sport automobile. Grosse désillusion pour Mark Webber qui voit tout simplement son avance au championnat pilote s'effondrer en une course et le championnat se resserrer pour les 2 derniers Grands Prix de la saison 2010. Sébastien Vettel se retrouve donc en tête, suivi de Fernando Alonso. Lewis Hamilton est alors 4e. Et devinez qui revient sur la piste? La safety car. Retour de la safety car, elle nous avait manqué. La course reprend au 24e tour et les accrochages vont s'enchaîner durant ce Grand Prix. On va avoir Jarno Trulli et Bruno Senna dès la reprise du Grand Prix. Puis Bruno Senna va revenir percuter cette fois-ci Lucas Di Grassi au 27e tour. Anecdote extrêmement inquiétante pour l'époque, mais on est très loin des accidents de Jules Bianchi, de Antoine Hubert ou tout ça. La voiture de Lucas Di Grassi qui est enfoncée dans le mur de pneus au virage 14 va être soulevée et dépannée par un engin de levage. Il y a simplement un double drapeau jaune. On est dans des conditions extrêmement délicates, extrêmement dangereuses. Les pilotes passent à plus de 150 voire 200 km/h dans un virage où on retrouve malheureusement un engin qui a coûté la vie à Jules Bianchi quelques années plus tard. Au 29e tour, on a la première notion de stratégie qui apparaît dans ce Grand Prix de Corée du Sud. Jenson Button décide de s'arrêter pour venir mettre des pneus intermédiaires. Malheureusement pour lui, le pari stratégique ne va pas fonctionner parce que la course va être interrompue une nouvelle fois par la safety car. 32e tour, Sébastien Buemi tente un dépassement sur Timo Glock et se rate totalement. Les 2 pilotes vont abandonner et faire sortir du coup cette safety car. Tous les pilotes vont rentrer au stand pour chausser des pneus intermédiaires. Ferrari rate son pit stop, voilà, comme à son habitude. Fernando Alonso va perdre une position et ressortir 3e derrière Lewis Hamilton. Et à ce moment-là de la course, on a donc Sébastien Vettel en tête du Grand Prix qui pourrait potentiellement prendre la tête du championnat pour la première fois de la saison 2010. Parce que oui, Vettel en 2010 n'a jamais mené le championnat pilote avant le dernier tour du Grand Prix d'Abu Dhabi 2010. Donc à ce moment-là, c'est clairement le jackpot pour Sébastien Vettel, Lewis Hamilton et Fernando Alonso, vu que Mark Webber est dans les garages en train de déprimer. La relance se fait au 35e tour, la safety car rentre au stand une nouvelle fois et Lewis Hamilton va commettre une erreur au premier virage. Alors, il y a eu beaucoup de sorties et beaucoup d'incidents au virage 1, vous le comprenez. Ce virage, il est extrêmement compliqué. On est sur une sorte d'épingle après une ligne droite moyennement longue et vu les conditions, c'est très facile de se faire piéger. Fernando Alonso reprend donc la 2e position et part à la chasse de Sébastien Vettel. On assiste désormais à un duel à distance pour qui aura le meilleur tour. Petit concours de quéquettes. Les 2 pilotes s'échangent les meilleurs tours. Fernando Alonso essaye de rattraper la Red Bull qui est extrêmement performante dans ces conditions. Dans le midfield, on n'a pas énormément de choses honnêtement qui se passent. On a une grosse bataille entre les Force India et les Williams. On a quelques tentatives de dépassement, mais vu les conditions et surtout le circuit extrêmement étroit, c'est très difficile de dépasser. Au 40e tour, on a Vitaly Petrov qui vient écraser sa Renault à la sortie du virage 17. Pas de safety car. On arrivait proche des 2 heures de course et je pense que la FIA en avait marre de faire rouler la safety car. À noter qu'on a encore une fois eu un simple drapeau jaune alors qu'une voiture était dans le mur des pneus, alors que l'endroit est extrêmement dangereux. Un endroit où on peut vite perdre le contrôle de sa voiture, à l'entrée des stands en plus. Bref, la sécurité à l'époque en F1, c'était pas totalement ça. On se rapproche des 10 derniers tours du Grand Prix de Corée du Sud et Sébastien Vettel est toujours en tête de la course. Le pilote allemand semble bien parti pour prendre la tête du championnat. Fernando Alonso donne tout ce qu'il a pour essayer de rattraper la Red Bull et au début du 46e tour, l'écart se réduit à vitesse grand V. Fernando Alonso revient et dépasse Sébastien Vettel qui semble avoir un problème. Et il y a un problème alors. Oh, Vettel qui abandonne sans doute. Que s'est-il passé?
On a l'impression, malheureusement, c'est un moteur, il y en a partout. Ah oui, Il y a des bouts qui traînent derrière. oui. Ou alors c'est un fond plat qui est déchiré. On est à moins de 10 tours de l'arrivée du Grand Prix et le moteur Renault de la Red Bull lâche. Sébastien Vettel voit la tête du championnat s'envoler, mais voit surtout son rival au championnat lui passer devant. Fernando Alonso récupère la tête du Grand Prix et même scénario que pour Mark Webber, Sébastien Vettel ne marquera aucun point sur ce Grand Prix de Corée du Sud. À ce moment-là, pour un pilote qui est à 14 points du leader du championnat, c'est un drame. Il reste seulement 2 courses et le championnat est extrêmement serré. Red Bull ne va marquer aucun point pour le classement constructeur. C'est un échec total ce dimanche après-midi. Fernando Alonso s'envole donc en tête du Grand Prix devant Lewis Hamilton et Felipe Massa et la fin de course va être marquée par ces conditions météorologiques encore une fois. Cette fois-ci, ce n'est plus la pluie qui vient perturber le Grand Prix de Corée du Sud, mais la nuit. Il est tard, les conditions sont compliquées et les écuries sont obligées d'allumer les lumières dans les stands pour avoir un minimum de visibilité dans la pit lane. Pour finir ce Grand Prix en beauté, dernier accident de la journée, Adrian Sutil rate sa tentative de dépassement sur Kamui Kobayashi en mettant sa voiture dans une zone humide du circuit. Abandon mais pas de safety car et Fernando Alonso remporte donc ce Grand Prix de Corée du Sud. Lewis Hamilton termine deuxième et marque 18 points devant Felipe Massa. Le podium va en marquer plus d'un dans cette saison 2010 vu qu'il va se dérouler de nuit. Au vu du temps et de la durée de la course, le podium va se faire dans un noir total. Fernando Alonso va célébrer devant les mécaniciens italiens. La Formule 1 est revenue pendant 2 ans en Corée du Sud avec 2 victoires de Sébastien Vettel en 2011 et 2012, mais Bernie Ecclestone a mis fin à ce contrat. Les promoteurs ne respectaient tout simplement pas le contrat d'un point de vue infrastructure et organisation. Concernant la saison 2010, il reste 2 courses après la Corée du Sud. Fernando Alonso se retrouve en tête du championnat devant Mark Webber. Lewis Hamilton passe devant Sébastien Vettel qui lui se retrouve désormais à 25 points de la tête du championnat. Le reste de l'histoire, je pense que vous la connaissez. On arrive à Abu Dhabi avec 4 pilotes mathématiquement pour le titre, un seul vainqueur et la surprise de cette fin de saison 2010. C'est vraiment un Grand Prix que je voulais vous évoquer sur YouTube parce que personnellement c'est un Grand Prix qui m'a marqué quand j'étais jeune. Alors déjà j'étais fan de Ferrari donc forcément à ce moment-là de la saison j'ai cru qu'on allait enfin gagner le titre avec Fernando Alonso. Mais la situation autour de ce Grand Prix, ce podium de nuit, les accidents, la sortie de Mark Webber, les red flags, la pluie, etc. c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué quand j'étais jeune. Pour ceux qui se souviennent du Grand Prix, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire si vous vous souvenez de la course, qu'est-ce qui vous avait marqué à cette époque. Et puis pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à aller chercher sur internet, il est disponible sur Dailymotion si ça vous intéresse. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, cet épisode de Flashback, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude dans les commentaires, on prend vos retours, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, activez la cloche. Nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, faites attention à vous et portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao ciao.